misin? Korkuyorsun, sabredemiyor musun? Fark edemiyor musun? Hissedemiyor musun? Garanticisi korkuyorsun. Gerçeğimizden kaçıramıyorum. صباح الخير واهلا بكم الى المنتدى الثاني عشر لAWID. Good morning everybody and welcome to the 12th AWID Forum in Istanbul. Bonjour tout le monde et bienvenue au 12e forum d'AWID. And my last attempt at languages. Hoş geldiniz and thank you all for coming. And from there on, I will speak in English. The first important idea that they shared with us was that in this region, in the MENA region, democratic and free elections did not bring about democratic actors and did not bring about actors who uphold the rights of women and the rights of women's bodies. Another message is, if we want to understand what is going on now, we need to understand the historicity. We need to understand how we got here and why. What are the factors that actually brought about these changes? So I think we make some very important gains, and then the external environment changes and we're pushed back. So I think at some level we have made huge gains. And those gains have not been reversed, in the sense that the world everywhere is now aware of gender equality in a way that you had to struggle to get it onto agendas 20, 30 years ago. So at the level of discourse and ideas, I think we've come a long way. But for all progressive movements, this has been a very bad time. And I think the financial crisis is only one part of that. The forces of fundamentalism, all kinds of economic exploitations that have sharpened. So in some senses, the gains that were associated with a strong developmental state, etc., those are being rolled back. And I think not just on gender, I think on all progressive ideas. What would you say are the main constraints to advancing gender equality in the economic front right now? What is really on the economic front? On the economic front. I think the real constraint is the fact that we have unregulated globalization. And so there is no way, and you are facing the unconstrained mobility of capital to go anywhere in the world, and labor, which has always been, less powerful than capital, but at least had the capacity to mobilize in numbers. With the restrictions on labor, you are not facing equal opportunities to mobilize. So I think that is now not labor, not governments, no one is being able to hold capital to account for its actions. En ce qui concerne le financement, je crois que les organisations qui financent le travail des femmes ne comprennent pas très bien ce que les femmes font à la base. Je prends le cas de la RDC. La RDC, c'est un pays en conflit qui a beaucoup de problèmes, mais les organisations féminines ne sont pas financées. Il y a plusieurs questions que nous pouvons nous poser. Est-ce que ces organisations connaissent les bailleurs de fonds? Est-ce que les bailleurs de fonds connaissent ces organisations? Est-ce que les travaux que font les femmes à la base sont connus? Donc toutes ces questions font que le financement n'arrive pas à la base. Et aussi, il y a un grand problème en ce qui concerne l'efficacité de l'aide, parce que c'est par là que passe souvent le financement. Les femmes ne s'approprient pas de cette efficacité. Quand l'aide arrive dans un pays donné, le cas de la RDC, les organisations féminines ne sont pas au courant que l'aide est arrivée pour le travail que les femmes font. Nous sommes en train de faire de grands efforts avec un plaidoyer musclé
au niveau du gouvernement, surtout au niveau du ministère du Plan en RDC, parce que c'est par là que l'aide arrive, pour qu'au moment où cette aide arrive en RDC, que les femmes puissent être au courant, que les femmes puissent être intégrées dans le processus pour nous permettre d'avoir le financement. Nous travaillons sans appui, ce qui rend le travail très difficile. And I see a gap between parliamentarians and budgeting processes of government budgeting processes, and people expect us to do something as parliamentarians to close the gap, because as parliamentarians we have three roles. One, representing people. Whatever people want there, we should be able to voice it out. We are the voices of the voiceless. So we represent people. Two, we're supposed to come up with laws, legislation, formulate laws that are going to be implemented within the system, government system, and even to people out there. Three, we have to play a role of an oversight role on government expenditure. And somehow we find ourselves having our hands tied because we cannot be conversant that much with the budget that government brings to Parliament. And the gender part of it is something that has not found a space within government processes, in budgeting processes. Everybody should be aware of, most parliamentarians are not conversant with gender issues. We have to start from an informed position. This is where NGOs and organizations can come in to build capacity for parliamentarians, give them the know-how, give them the information on what to look for when they look at a budget-friendly, a gender budget-friendly, gender-friendly budget. Dans les contextes de démocratie très précaires que nous vivons dans nos pays d'Afrique, quel serait, où il y a moins de 6% dans les sphères de décision, par exemple dans mon pays, il y a moins de 10% dans le patronat qui détient les pouvoirs économiques et tout ça, les gros capitaux chez moi, si on peut dire gros capitaux. Et je me demandais aussi dans ces contextes de mauvaise gouvernance, où comme elle l'a dit, nous sommes riches, mais on est pauvres parce que la distribution des ressources à la fin n'est pas accessible à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut suggérer, nous, dans une approche stratégique de solution à ce genre de problème, comme perspective qui va sortir de A8 dans les concertations qu'on fait, qu'on nous demande de faire, par exemple, à la sortie de forums comme ça? Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer? Est-ce qu'il faut comme condition essentielle l'implication, participation des femmes politiquement et tout ça aux sphères sinon, est-ce qu'on est condamné à toujours vivre cette pauvreté, non seulement de manière générale, pays pauvres, mal gérés, mais aussi de femmes en tant que catégorie aussi, de personnes vulnérables? Qu'est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous nous suggérez comme stratégie féministe qu'on pourrait amener avec nous dans nos bagages et proposer à nos États? Il est arrivé que lors d'une recherche, à la question « Quel est selon vous » qu'on a eu à poser aux femmes, quel est selon vous le premier frein au développement des femmes? Les femmes ont eu à citer le microcrédit. Mais au Sénégal, si tu n'as pas d'épargne, les mutuelles ne te donnent pas de crédit. Et je ne sais pas pourquoi, et je ne vois pas qu'il n'y a pas d'alternative pour le moment pour changer ce rythme-là. On a beau dire, et il y a tellement d'intérêt, comme ma soeur l'a dit, des 24%, des 30%, ça dépend de ce que la somme que les femmes ont pris. Et pour dire que, comme on a dit, on parle de microcrédit aux femmes et macrocrédit aux hommes, mais je pense que ces sommes-là, c'est pour le macrocrédit. Merci. Comment accorder du microcrédit par les initiatives privées aux femmes qui évoluent dans les marchés, dans l'économie informelle, sans taux d'intérêt? Voilà d'abord la première approche qui est la nôtre. Et la deuxième approche, c'est accompagner, faire l'éducation populaire autour de ces microcrédits. Simplement pour témoigner, tout donner quand même en termes d'alternatives positives, aujourd'hui les résultats sont extrêmement parlants. Nous avons 135 femmes qui bénéficient de ce programme. 95%, 95% du taux de performance, de remboursement. Parce que c'est accompagné par un paramètre non financier, la formation. Et les femmes
Aujourd'hui, nous avons créé un concept de mésocrédit. On est parti de 152 € par mois, par an, remboursable sur 12 ans et 12 mois, sans taux d'intérêt. Et chaque année, on augmente le palier. Aujourd'hui, au bout de 3 ans de ce programme, on est au niveau, c'est qu'on a considéré, on va arriver au bout de 5 ans, c'est une stratégie quinquennale, c'est que j'ai appelé le mésocrédit. C'est simplement pour dire que, comme nous sommes dans les dynamiques féminines, qu'on peut aussi oser nous-mêmes, les femmes, de casser les paradigmes qui existent et de créer nos projets aussi selon la dictée du cœur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à apporter. Le nouveau, c'est que avant, justement, cette révolution et ses apports théoriques, par les économistes essentiellement, tout ce qui est produit dans le cadre du ménage, le fait de préparer le repas, préparer la soupe, le fait de réserver 2 heures pour l'éducation, le centre pour les enfants, de prendre en charge tous les soins, vous savez tout ça. Le fait de tricoter, de faire un très joli pull, un très beau... Tout ça, ça n'a jamais eu de la valeur. C'était de l'invisible, du point de vue économique. Donc, tout ce qui était domestique n'était pas comptabilisé, n'était pas valorisé. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de prix. Donc, ça n'a pas de valeur zéro, parce que ce n'est pas un produit marchand. Parce que c'est une production qui est destinée à l'autoconsommation pour le compte du ménage. Comme elle n'avait pas de prix, comme les théories économiques traditionnelles et orthodoxes considéraient que la production, c'est la production marchande qui se vend sur le marché et qui a un prix, c'était considéré comme valeur zéro dans l'économie. Donc ce qui est nouveau là, c'est qu'on intègre la valeur des produits. Et là, je voudrais préciser tout à l'heure, je n'avais pas le temps de l'expliquer, maintenant je l'explique. Qu'est-ce qui s'est passé dans le système national de comptabilité nationale au niveau des Nations Unies? Dans ce système, on définit des concepts, et notamment le concept clé de la production, comme on définit le concept d'investissement, comme on définit le concept de la consommation. Alors la production, le PIB, on a intégré le travail non rémunéré et la production domestique par les produits seulement, et non pas par les services. Donc on n'a pas fait toute la révolution, ce n'est que le début. Il y a un combat à continuer pour faire admettre les services aussi à l'intérieur des ménages comme une production valorisée. Maintenant, nous savons calculer la valeur de ce qui est produit comme produit à l'intérieur du ménage, comme production domestique destinée à la consommation du ménage. C'est reconnu par le système comptable. Les pays sont redevables de cette comptabilité, ce qui ne se passe pas toujours. En tout cas, dans les pays du Sud où les systèmes de comptabilité nationale ne sont pas très avancés, on n'a pas encore de système statistique parce qu'il faut des enquêtes budgétantes, il faut beaucoup de temps et d'argent. Certains pays le font, les pays nordiques. Eurostat exige des enquêtes budgétantes parce que ce sont les enquêtes budgétantes qui permettent de donner une valeur à la production domestique, qui permettent de dire que représente cette production domestique, cette production qui était invisible, qu'est-ce qu'elle représente dans le PIB. But I think the problem is what leads to women demanding, if they are demanding microenterprise, is poverty. Right? The fact that women live in poverty or they live in a situation where they don't have access to sustainable livelihood. So the answer should be poverty eradication and macroeconomic policy that promotes financial inclusion and that eliminates the constraints that women face in accessing the market for funds, one sense. And there are many different ways we could look at that, and we could look at what it is that has led to, apart from cultural factors, there are specific policy-oriented factors, such as the elimination of development banks, the elimination of agricultural banks, the elimination of parastatal in Ghana and other places, that left people with no alternative but either the big banks or money lenders, to which microenterprise came in as a partial solution. So some of this is lack of looking at the issue.
Now, there are many things that can be done to answer the question of what can we do for what should be the basis of women's empowerment. Of course, the basis of women's empowerment are at least sixfold. First, education, right? Proper, reasonable education, that's reasonable. 2, access and control to economic resources, including land, including technology, including credit, including extension services. If you're a woman farmer, we know that women farmers very rarely get proper extension services. Extension services are to go to male farmers. And so we have that bias. And it's been shown that when women get the services of extension workers, they actually produce as much as, the productivity rate or as much as, are better than men. Studies of China and in Latin America have shown that. Part of the failure of microenterprise, apart from the excessive interest rates that are charged, is that you present it without any context. So there is no business service, there's no infrastructural services, there is no social floor of protection. So people, even if you do manage to make the business successful, you actually use that to live on. So there's no money to put back in the business for it to grow. Then the whole question of autonomy. Who controls the income that the woman makes? And can she actually use that income to build back the business, or does it go into household living? Does it come with education, skill upgrading? Does it come with business skills and product development and marketing kinds of skill, which governments do for business? For many businesses, you have incubators where they're put in a context where they have access to various services, small and medium-sized businesses. I think the third area, of course, is the financial inclusion, which is a big thing that the G20 is talking about now. But it means that women shouldn't be relying on microcredit. There is meso, we go from the macro to the micro, but there's a meso level, right? Where the government itself, through development banks, through other process, through its credit policy, can set aside, through the banking system, funds that can support women's entrepreneurship in the way that these women have been doing it. Individuals can do it, certainly government can do it. We know of it. In the US, there's what's called the Community Reinvestment Act, which is that the major banks who operate in community must set aside money to develop those communities, especially communities that are marginal communities. So there are models that exist. It's just that the neoliberal economics that brought us this micro-enterprise. Saw it in exactly the way Professor saw it. So it's a way of creating consumers, it's a way of banks are these marginal entities, and I love your framing of it as that they're cashiers that add on interest rate, because then, so I think it's like that. I think that the fourth part that in terms of empowering women is to have enabling macroeconomic policy. You could have a monetary policy that actually supports credit policy that enables business, small micro enterprises to get money at a decent load or at grants and so forth. You could have fiscal policy that promotes employment creation that's geared towards women and that support the availability of healthcare services, educational services, and marketing services. And fifth, you should have social development. If you give people money and you still have them in a situation where there is no sanitation, no road, no access to modern energy services, and they still have to pay school fees, and there's no level of social protection, then you're setting them up for precisely what we see have happened at microenterprise. So social development, the responsibility of government to provide the infrastructure, water, sanitation, and those kinds of services that can help any business or grow. And lastly, participation in decision making. That women must be involved in participation in decision making. D'alternatives ont été proposées. La plus radicale, en fait, historiquement, avec la question du crédit, c'est l'annulation des dettes. Et je dis historiquement, c'est ce qui s'est passé depuis les empires anciens, etc. Quand il y avait un nouveau souverain, quand il arrivait au pouvoir, il annulait les dettes. Donc et plus récemment, dans les pays qui étaient endettés, qui ont déclaré que ça y est, on ne va plus rembourser, ça a marché. Donc l'annulation des dettes est une solution, surtout les dettes odieuses, est une solution en fait qu'il faut prendre en compte. Plus spécifiquement dans les interventions de microcrédit, etc., la première question à se poser, c'est sur quoi est-ce qu'on dépense cet argent? Ceux qui reçoivent le crédit le dépensent sur quoi? Et
ensuite, la question serait pourquoi est-ce qu'elles doivent dépenser de l'argent pour cela? Pourquoi est-ce que ces bases de la vie, en fait, ne sont pas fournies sans payer? Donc, elles seraient approvisionnées par l'État lui-même, directement. Mais cela signifie que l'État devrait avoir une base de taxation plus forte. Et pour cela, il faut pour avoir cette base de taxation, il faut un pouvoir de négociation pour les militants et les militantes, pour pouvoir faire la pression pour qu'il y ait cela, pour avoir cette base de taxation et cette provision de services, en fait, l'éducation, la santé, etc., la protection sociale plus généralement. Et au niveau des politiques macroéconomiques, il me semble, au lieu de répliquer les interventions qu'on voit de pays en pays, il faudrait répliquer les structures économiques, les structures productives de l'économie des pays qui sont en fait développés, qu'on considère développés. Donc l'industrialisation, etc. Mais c'est aussi la protection des stratégique, pas la protection partout, mais la protection stratégique de certains secteurs. Mais ça signifie des subventions, ça signifie aussi des tarifs stratégiques et sélectifs, mais aussi le non-respect, il faut dire, de la propriété intellectuelle. Par exemple, dans le cadre du secteur pharmaceutique, etc. Donc, pour pouvoir avoir un développement alternatif, il faut aussi penser à des politiques alternatives. Et ça, il est vrai qu'on peut en parler, mais s'il n'y a pas vraiment de mobilisation à différents niveaux des secteurs de la société et la création d'alliances, il n'y aura pas de pouvoir de négociation et si on peut dire, d'imposition d'un agenda alternatif à ces niveaux. Merci. Je crois qu'on a un siècle très très riche. Et je reste optimiste sur une chose, c'est que les féministes vont apporter énormément de choses. Parce que l'injection de paradigme, lorsqu'on va casser le patriarcat, lorsqu'on va aussi, c'est le croisement patriarcat-capitalisme. C'est ça, il faut que ça jaillisse. On commence à mettre quelques pierres. Mais on est loin, c'est vrai. C'est pas une boîte à outils qu'on va emporter et il faut se mettre sur cette voie. Comme dit Mansour, commencer d'abord de critiquer, démanteler les anciens systèmes et essayer d'en apporter petit à petit, par l'économique, par le savoir, par le militantisme, par le politique. Et là, tout le monde est interpellé. Pas les pays du Sud, pas les régions rurales, pas les gens pauvres, pas les femmes uniquement, qui sont les plus lésées, bien entendu, ces régions pauvres. Les femmes sont les plus lésées, les régions rurales sont les plus lésées, mais avec tout le monde, ceci doit être fait. Donc, moi je pense, nous vivons une période historique, je crois, où c'est ça, il faut réfléchir dans le long terme, mais aussi, ce n'est pas pour se croiser les bras, pour mettre les petits, se mettre sur la bonne voie. Savoir que ce n'est qu'un outil, un palliatif, donc ce n'est pas ça la solution, et chercher l'autre solution. La macroéconomie a beaucoup à apporter. Et l'analyse critique de la macroéconomie apportera beaucoup d'éclairage sur le national, sur le commerce international, là, si on va pousser sur le commerce équitable ou inéquitable. Alors, tout ça, c'est un débat passionnant et complexe, mais il ne faut pas se décourager. Where do you see our main strength? Where do we have leverage? I would say the same forces that have made for the possibility of global capital, those same forces, the technologies, the movements of ideas, I think the main strength today is there are very few societies that are closed to new ideas. You know, through communication, through television, through the internet, ideas are traveling. And what used to be the huge constraint for women to organize used to be being closed off in patriarchal societies without ideas about alternatives. And I think today, you know, some of my research in Afghanistan tells me that women who are not allowed to move out of the house, the world comes to them through television. And they now know that it is possible to organize societies very differently to the way that they're being told by the men and the clerics in their own societies.